Aujourd'hui, on est le 15 décembre 2011, et le mardi 13 décembre dernier, le Parlement européen a entériné une augmentation de budget pour ITER. Et on sait qu'au départ, l'enveloppe était de 5 milliards d'euros, et la demande qui avait été formulée, c'était de passer de 5 milliards à 15 milliards d'euros. Donc des fonds supplémentaires ont été développés par l'Europe, par la Commission des budgets. Donc pour 2012-2013, cette augmentation pour l'Europe, ça se chiffre à 1,3 milliard d'euros. Alors, face à ça, la députée d'Europe Écologie Les Verts, Michel Rivasi, a fait une déclaration, donc j'espère qu'on va pouvoir passer la séquence après, et elle dit textuellement, donc si on passe cette déclaration, c'est pas la peine de la mettre, on coupera ce que j'ai dit, mais ce qu'elle dit, c'est le projet ITER fait partie de ces éléphants blancs qui font rêver les politiciens. Ils refusent alors tout esprit critique qui remettra en cause des technologies dont ils n'ont aucune connaissance. Pourtant, de nombreuses thèses de chercheurs spécialisés dans la fusion et le confinement magnétique alertent sur le dangereux problème des disruptions qui se produisent dans les tokamaks depuis des décennies. Mais personne au Parlement européen ne sait ce que c'est qu'un tokamak ou même une disruption, ou ne souhaite pour autant s'y intéresser. Pourtant, ce prototype qu'est ITER fonctionne avec des substances radioactives dangereuses et présente un risque non négligeable en cas d'accident. Autre révélation troublante, ce projet international à 15 milliards d'euros ne bénéficie d'aucune assurance. Qui paiera en cas de catastrophe? Cette irresponsabilité est grave, d'autant plus que le site de Cadarache arrête de cumuler les risques, qu'on arrête de répéter que les leçons de Fukushima ont été intégrées. Elles n'ont pas été intégrées du tout. Ensuite, il y a une deuxième réaction qui vient d'un député du Nouveau Centre, qui s'appelle Abad, son prénom c'est D. Abad, et à ce moment-là, il y a aussi une séquence dans FR3, donc peut-être que Jean Robin la trouvera, et lui dit, il y a toujours des surcoûts, et la plus mauvaise chose à faire, c'est de s'arrêter en plein milieu du gué. Je ne sais pas de quoi il parle, parce que, étant donné qu'il n'y a encore rien de construit, on n'est pas au début du gué, on est devant la rivière, Et à ce moment-là, il insiste sur le fait que la région, PACA, a bien besoin de ce projet, parce qu'il est créateur d'emplois et de richesses. Dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur a grandement besoin. Alors, moi je ne sais pas, mais dans un truc comme ça, il serait plus simple de créer effectivement 2000 emplois avec des coupelles dans lesquelles les gens brûleraient des billets de 50 euros sans se donner la peine de construire quelque chose, etc. Donc, bon, on va faire comme si Rivasi et les autres étaient passés. Donc, vous venez d'entendre Michel Rivasi, qui est, comme on pourrait dire, monté au créneau. En fait, elle a répercuté des informations que je lui ai fournies il y a quelques mois, sous la forme d'un document de 13 pages que j'avais réalisé à son attention sur ITER, et qu'elle avait diffusé à la commission ITRE, c'est-à-dire information, technologie, recherche et énergie. Et cette commission, il y a 124 parlementaires, dont une cinquantaine de francophones. Donc à l'époque, elle avait commencé à diffuser aux francophones, elle a mis le document en version anglaise, donc il a circulé. Elle a aussi averti la commission du budget, et en dépit de ces avertissements, eh bien, apparemment, la commission du budget a entériné cette augmentation de crédits. Personne n'a écouté tout ça. Et même, vous pouvez savoir une chose, c'est que ce dont elle vient parler, vous n'en avez pas vu trace dans les médias. Alors je vais vous montrer simplement ce mot, là, regardez, ce mot disruption, là. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans une vidéo qui vous présente le projet ITER, dans n'importe quelle langue? Est-ce que vous l'avez déjà vu dans des revues de vulgarisation scientifique? Je ne sais pas, Sciences et Vie, La Recherche, pour la science. Est-ce que vous connaissez ce genre de choses? Non. On ne l'a jamais vu. Bon, moi, je l'ai découvert aussi cet été, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et tout ça, ça m'a donné lieu à une histoire que je vais raconter, mais je ne peux pas la raconter chronologiquement. Il faut tout de suite passer à un événement quand même qui, moi, m'a profondément choqué. Donc, le CEA a voulu stopper cette information qui commençait à diffuser au sein du Parlement européen et a positionné une critique de plus de 10 pages
sur son site du CEA, plus sa traduction en anglais. Hein. Donc si vous allez sur le site du CEA, et Jean Robin mettra à l'écran l'URL en question qui permet d'arriver sur cette critique, vous lirez ces 10 pages de critique, et dans ces 10 pages de critique, il y a pas mal de choses, mais en particulier, vous lirez, parce que c'est un truc qui s'appelle Réaction au papier, ITER chronique d'une faillite annoncée, de M. Jean-Pierre Petit, Paris, le 12 novembre 2011, dans la revue Nexus, préparé par le commissariat d'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc c'est une réponse qui a été mise en ligne le 17 novembre 2011. Je ne vais pas vous lire toute cette réponse, il y a quand même 10 pages, mais écoutez ces phrases. Nous sommes affligés de constater la légèreté avec laquelle les informations scientifiques publiées dans les revues de renommée internationale, leurs auteurs, mais également les lecteurs de l'article lui-même, sont manipulés à des fins partisanes, étrangères à la recherche et au progrès des connaissances. Par un tel comportement intellectuellement malhonnête, M. Jean-Pierre Petit se disqualifie lui-même ipso facto, soit du débat scientifique, soit du débat sociétal. Donc moi, jamais personne ne m'a traité de malhonnête scientifiquement. Jamais, mais ça s'est jamais fait, quoi. Si, ça s'est fait par des petits crétins qui interviennent sur des forums avec des pseudonymes, mais sur un site comme celui du CEA, non. Alors, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jean Robin s'est mis en contact avec le service de communication extérieure du CEA, et puis, une fois comme cet article n'était pas signé, il a demandé qui est-ce qui a produit ce texte. Et la réponse téléphonique lui est parvenue en disant c'est pas une personne, c'est un groupe. Bon, dit Robin, à ce moment-là, c'est un groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente les gens qui ont écrit ça? Et de nouveau, la réponse a été eh bien, ces gens-là ne souhaitent pas que leur identité soit connue et ils ne souhaitent pas débattre avec M. Petit. Parce que là, nous tombons, si vous voulez, sur une situation qui est un petit peu nouvelle, avec un site comme Enquête et Débat, c'est-à-dire que Robin a une caméra, éventuellement il y a une pendule avec des boutons, ce qui permet de donner un temps de parole égal aux uns et aux autres, et à ce moment-là, ça permet d'avoir des face-à-face entre gens qui ne sont pas du même avis, quoi. Donc, la proposition était simple, ce texte a été émis dans le site du CEA, Jean-Pierre Petit aimerait débattre avec l'auteur, et que ce soit filmé, et que ça puisse être mis sur Internet. Réponse immédiate, ces gens ne veulent pas que leur identité soit connue, et ils ne veulent pas débattre avec M. Jean-Pierre Petit. Bon, à ce moment-là, Robin se dit, tout ce qui se dit, s'écrit ou se fait au CEA, en dernier ressort, est de la responsabilité de l'administrateur général du CEA, c'est-à-dire Bernard Bigot. À ce moment-là, il est reparti sur cette idée en disant, est-ce qu'il est possible d'avoir une réponse, un débat avec Bernard Bigot? La réponse de la chargée de communication a été simple. Monsieur Bernard Bigot ne souhaite pas débattre avec Monsieur Jean-Pierre Petit, et de toute manière, la seule proposition qui est faite, et ça nous amènera à revenir en arrière pour parler de ce qui s'est passé avant, c'est que Madame Rivasi vienne au CEA pour que M. Bigot ait les responsabilités, la forme. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça une information ou une désinformation, mais pour lui, c'est la seule réponse possible. C'est-à-dire que moi, j'émets des critiques, j'ai droit à un texte que je trouve insultant, carrément, mais j'ai pas droit de réponse. Je n'ai droit ni à une réponse, ni à face-à-face, ni quoi que ce soit. Or, il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est que si je suis complètement dans l'erreur, si je suis incompétent, si je raconte n'importe quoi, si je distors la vérité, la meilleure solution, c'est qu'à ce moment-là, on fait une rencontre avec des responsables, et ces gens-là me mettent carrément le nez dans la merde, comme on fait avec un chat. Je veux dire, je sors de là discrédité complètement. Eh bien, moi, je suis prêt à faire ce genre de choses-là, et je dis même la chose suivante, j'ai été accusé de malhonnêteté intellectuelle, maintenant c'est moi qui accuse le CEA de malhonnêteté intellectuelle, et de distordre les faits, et de les camoufler. Alors, je vais maintenant citer, parce qu'il y en a tout un tas, un deuxième message qui m'a été envoyé par un de ces personnages. Là, il s'agit de Philippe Gendry, qui est directeur de recherche au CEA. Alors, il y a deux éléments là-dedans qui sont amusants. D'abord, il a commencé par m'envoyer un message à moi. Je vais essayer de le retrouver, parce que je vais trouver son texte exact.
je ne sais pas si je vais remettre la main dessus, mais disons que il a cru que j'étais en fonction au CNRS. Donc il m'a écrit un mail en me disant d'abord le mot exact, je n'arrive pas à le retrouver, c'est vraiment vos propos vous discréditent vous-même, quoi. Votre incompétence éclate carrément, et j'informerai la commission 04 de vos activités. C'est-à-dire qu'en disant ça, il croit que je suis encore au CNRS. Alors quand j'ai reçu ce mail extrêmement violent, écrit avec plume trempée dans l'acide sulfurique, non signé, parce que M. Engendry ne signe jamais ses mails, vous verrez, il met pas son nom en bas. Enfin, c'est lui, il a quand même son nom en tête. Donc j'ai trouvé son numéro de téléphone, puis je l'ai appelé, et puis on a eu une conversation de 50 minutes, et au cours de cette conversation de 50 minutes, on a parlé un petit peu physique, on a parlé un petit peu théorie, il est théoricien, moi aussi je pense, il est physicien des plasmas, moi aussi je pense, et je n'ai pas eu l'impression d'être complètement en perte de vitesse par rapport à ce qu'il disait. Par contre, commentant ceci, puisque M. Robin lui a dit, mais puisque vous n'êtes pas d'accord avec M. Petit, est-ce que vous accepteriez un face-à-face? Alors, voilà la réponse. J'ai longuement écouté M. Petit hier. J'ai également consulté son parcours et sa production scientifique, qui sont très médiocres, voire choquants. Et c'est vrai que dans le mail précédent, il mettait « vous usez de votre titre de directeur de recherche scientifique que vous avez usurpé ». Je retrouverai le texte exact, on le mettra à l'écran éventuellement. M. Petit fait montre d'un grand talent de manipulation, sans aucun respect pour les personnes qu'il instrumentalise pour satisfaire son ego. Je suis un scientifique qui développe un programme de recherche, pas une personne en charge de communication grand public, et encore moins un psychiatre capable d'aider une personne comme M. Petit dans son délire. J'attire aussi vos attentions sur 2 points. M. Petit est totalement incompétent sur tous les domaines de fusion magnétique, où il porte des jugements. Sa source d'information est très parcellaire, inexistante au regard des standards scientifiques. Il ne fait état d'aucune publication scientifique dans les grandes revues internationales. Il n'a pas le moindre élément scientifique ni dans sa méthode, ni dans son approche, et encore moins dans les avis qu'il donne. Deuxièmement, M. Petit se livre à des attaques personnelles qui sont complètement hors de propos, s'agissant d'une approche qui se prétend scientifique. En revanche, il s'agit bien de diffamation, ce qui pourrait tomber sous le coup du droit. On retrouve dans ses propos un mélange de frustration, de délire, d'incompétence, de ressentiment vis-à-vis de personnes, bien plus qu'un intérêt quelconque pour le projet ITER. Je refuse donc de participer à un tel débat. Non seulement il ne correspond pas à mes démarches scientifiques et professionnelles, mais surtout il donnerait un relief dénué de sens à une personne qui a complètement échoué à faire une carrière scientifique significative et qui, à l'heure de sa retraite, a certainement plus besoin d'une assistance psychiatrique que de publicité médiatique. C'est pas mal, hein, bon. Alors, face à une chose comme ça, il y a le document du CEA, il y a le fait que, là encore on connaît son nom, mais les auteurs des 10 pages dans le site du CEA, ça c'est inaccessible. Vous verrez d'ailleurs que c'est quelque chose de général. Alors, avant de reprendre cette histoire-là et de la replacer dans un contexte, c'est une véritable saga qui dure depuis le mois de mars, je pense qu'il serait donc que j'informe un peu les gens du CEA et M. Philippe Gendry des derniers rebondissements, quoi. Disons que il y a eu donc un colloque international à Princeton, au New Jersey, aux États-Unis, et Princeton, c'est un petit peu la Mecque de la fusion. Quand M. Gendry dit que je suis incompétent en physique des plasmas et en tokamak, je dirais simplement que je sais lire, quoi. Je sais lire une thèse, je sais lire des articles, et ce qui m'a été reproché, c'est pas d'avoir des propos incohérents, c'est de reproduire des choses qui étaient écrites, quoi, c'est tout. Mais ça, on reviendra tout à l'heure. Alors d'abord, première chose, je pense que Jean Robin va nous présenter les planches, comme ça, du PowerPoint. C'est un petit peu les slides, si vous voulez, de Jourdain, qui est un des chercheurs qui présentait les choses aux États-Unis. Et Jourdain n'est pas un étudiant, ou alors si vraiment il dit des conneries, c'est que lui aussi il a besoin d'une assistance psychiatrique, quoi, parce qu'on est plusieurs. Donc, en fait, on s'aperçoit que quand on cherche, on trouve des thèses qui disent la même chose, on trouve des gens qui disent la même chose, et maintenant voilà des gens dans un colloque qui disent la même chose. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, simplement, regardez donc ce truc-là. Ce colloque s'intitulait « La question des risques et des conséquences des disruptions dans les grands tokamaks ».
Hein, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré le mot disruption. Bon. Et ici, on a le résumé donc de la communication de Jourdain. Bon, c'est un truc qui fait un certain nombre de pages. Vous avez la reproduction, disons l'adresse URL pour avoir accès à la version anglaise de ce PDF, que justement Jean-Robin va faire apparaître à l'écran. Hein, voilà. On a donc cette URL. Si vous mettez en arrêt sur image, vous pouvez la noter. Et puis, moi j'ai trouvé intéressant de traduire et de faire traduire ce document en français pour les gens qui ne lisent pas l'anglais. Alors, c'est pas de l'anglais de Shakespeare. Vous savez, ce sont des slides, c'est-à-dire c'est des diapositives. C'est un type qui fait une conférence, et puis il montre des choses, il a des phrases un petit peu... il n'y a pas une articulation linguistique très pointue, mais justement, on l'a traduit au mot à mot, et moi j'ai fait vérifier ça par des spécialistes des plasma chauds, par des spécialistes des tokamaks, pour que personne ne puisse dire il a distordu la traduction. Donc ce que vous voyez, c'est le document en anglais et le document en français qui est à l'identique. Alors là, quand on va dans ce document en français, eh bien ici, on voit une page qui s'intitule Les grandes lignes. Alors, vous n'allez pas lire cette page, mais il y a les paramètres des tokamaks. Un problème que j'avais abordé dans le document que j'ai remis à Michel Rivasi, qui est celui des électrons découplés, on en parlera tout à l'heure. Il y a le problème des disruptions, les types, les causes, etc. Et qu'est-ce qui doit être fait dans les 10-15 ans à venir? Et là, la phrase importante, c'est avant qu'ITER ne soit opérationnel, before ITER. Là, vous traduisez le before ITER comme vous voulez, c'est-à-dire avant qu'on ne fasse marcher ITER à pleine puissance, ou alors avant qu'on le construise. Enfin, je crois que maintenant qu'on a voté ces crédits, on a déjà mis du béton, etc., on va construire cette machine. Alors, ce que dit cet article, ce que disent les Américains, et là, à ce moment-là, on est informé sur la position américaine, parce que vous avez vu qu'ils se retiraient pas. On se dit, mais quelle est leur position vis-à-vis du projet ITER? Ben là, il explique parfaitement clairement, quoi. Disons que ce projet-là a été lancé de manière prématurée. Alors, planche suivante, bon, quel est le problème central de la génération de l'énergie par fusion à confusion magnétique, c'est-à-dire la machine comme ITER. Donc, alors, premier point, notez bien, nous ne disposons pas des matériaux capables de résister à l'action du plasma avec lesquels ils sont en contact, ni de supporter le bombardement par neutrons. Quand même une chose qu'il faut tenir compte. Ça fait rien, on a lancé ITER quand même. Bon, nous ne disposons pas de suffisamment de tritium, lequel n'est pas fourni par la couverture tritigène. Bon, ces machines sont complexes et difficiles à entretenir, et ensuite, le point 4, nous ne sommes pas encore capables de simuler leur fonctionnement, même en utilisant les ordinateurs les plus puissants et les plus rapides du monde. Cette phrase contredit complètement ce qui est dit dans l'article qui est mis dans le CEA, hein, où les gens, puisque ce sont des anonymes, je ne sais pas qui a écrit, disent que la simulation de ces machines-là, il n'y a aucun problème, je suis vraiment le tas des imbéciles de ne pas savoir ça. Hein. Et le dernier point, je crois que vraiment il faut le regarder et faire un zoom dessus, ce qui est en bas, hein, vous voyez. Cette phrase, c'est le problème par excellence, avec un le majuscule, et que le plasma est très difficile à contrôler. Toute perte de contrôle peut créer des dommages importants. Donc, si vous voulez, il y a une phrase que vous devez reconnaître. Quand on parle de fusion contrôlée, ça n'existe pas. La fusion n'est pas à contrôler. C'est un projet de fusion contrôlée. Donc, quand on fait un générateur comme ITER, c'est un peu dans l'idée que la fusion est contrôlée. Et pour l'homme de la rue, pour celui qui consulte Internet, qui voit des vidéos, mais la fusion est contrôlée. Regardez les vidéos, on voit une espèce de tore rosâtre, solidement bridé par son champ magnétique, confiné. On vous explique que tout cela est parfaitement maîtrisé et qu'on a mis du soleil en bouteille. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus. Alors ensuite, voilà une page qui nous montre la quantité d'énergie mise dans le plasma. Donc cette page-là, pendant que Jean montre cette page, je dirais que si vous allez dans la deuxième colonne et que vous descendez, vous voyez que ITER, c'est une machine qui va contenir de 200 à 450 mégajoules, alors que par exemple le jet c'est 10. Donc c'est carrément 45 fois plus. Hein. C'est pas rien. Donc on va passer à une échelle bien plus importante. Ensuite, Jourdain trouve intéressant
d'expliquer un petit peu à quoi correspondent ces énergies, parce que il le met pour ses collègues, mais c'est intéressant, regardons un petit peu cette planche-là, et pour effectivement celui qui regarde la vidéo, bon, lui, il ne sait pas ce que c'est qu'un mégajoule. Ben, il faut savoir qu'avec 15 mégajoules, ça représente 7 bâtons de dynamite, qu'avec 600 mégajoules, on peut fondre une tonne de cuivre, que 100 mégajoules, c'est le catapultage d'un Tomcat, que 10 gigajoules, c'est un Airbus 380 qui vole à 700 km/h. Donc, dans une histoire comme celle-là, les quantités d'énergie qui sont contenues dans un tokamak de grande puissance, ce sont des énergies considérables. Hein. Et après, on va voir les conséquences justement d'une perte de contrôle de cette énergie. Et je pense que moi, j'ai pas soulevé le problème, je me suis contenté de relever ce problème dans des thèses qui existaient, dans des papiers qui existaient. Et voilà que je me fais traiter de malade mental, de type qui a besoin d'une assistance psychologique. C'est quand même extraordinaire. Alors que si vous prenez l'article de Virden, lisez-le, c'est exactement la même chose que ce que j'ai remis à Rivasi il y a 2 mois. Presque mot pour mot. Et même, pour montrer un petit peu la dangerosité de la chose, il emploie une comparaison avec ce qu'on appelle les disruptions majeures, c'est-à-dire lorsque ce plasma devient très instable. Regardez cette planche, qu'est-ce que ça représente? Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est pas mal. Bon, c'est une image, quoi, disons, qui type quels sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ben, effectivement, quand un tokamak doit toujours être en état de faire face à une telle menace. Forte contrainte d'origine électromagnétique sur les composants de l'enceinte, parce que ce truc-là, ça crée des décharges de très forte intensité qui réagissent avec le champ magnétique pour donner des forces de la place. Et ce RITER, ça va de 5000 à 15 000 tonnes. Et je me rappelle, quand on était passé dans un face-à-face chez Jean Robin avec Vanichek, il avait découvert l'intensité des forces. Et c'est vrai que ça rigole pas. Je veux dire, quand on a des décharges comme ça de 10 millions d'ampères, ça tord des tas de trucs. Ensuite, deuxième point, on est encore sur ce truc, rayonnement intense émis par le plasma et reçu par les tuyaux du rayonnement. Ensuite, un apport de chaleur pas possible, donc un intense apport de chaleur, ça va fondre des choses, ça va faire des trous. Et puis ensuite, ce problème particulier qui est le grand échauffement lié à l'action des électrons découplés au voisinage d'impact de ce faisceau d'électrons. Alors, évidemment, on a envie de se poser la question, mais vous parlez de disruption, qu'est-ce que c'est qu'une disruption? Simplement, une disruption, tout d'un coup, c'est la perte de la température du plasma, mais d'un facteur, on passe de 150 millions de degrés à 15 000 degrés. Donc on dégringole d'un facteur 10 000, je ne sais plus combien. Donc on a, je pense qu'on peut présenter là des courbes, hein, et dans ces courbes que j'ai empruntées à la thèse de Cédric Reux, eh bien vous avez des planches, et quand vous regardez la courbe du haut, je pense qu'à ce moment-là on pourra mettre cette courbe avec une flèche, eh bien on voit l'effondrement de température. Alors, le mot anglais c'est quench, donc on a le quench thermique, l'effondrement de température. La température s'effondre totalement. Et alors, écoutez bien ça. Pourquoi? On n'en sait rien. Hein? Moi, j'ai demandé à Philippe Gendry pourquoi est-ce qu'il y avait cet effondrement de température. La réponse, c'est parce que le plasma devient instable. Et ça, c'est une réponse à la Molière. C'est-à-dire, c'est pour ça que notre fille est muette, quoi, disons. Et j'ai écrit qu'il y avait une énorme part d'empirisme dans la gestion de ces machines. C'est totalement confirmé dans le papier de Virden, par exemple. C'est confirmé dans la thèse de Reux, c'est confirmé dans la thèse... Tout le monde le sait, quoi. Je veux dire que si vous lisez la critique qui est faite par de joyeux anonymes au CEA, ils vous diront que c'est pas vrai du tout, qu'on dispose de tas de choses pour contrôler. Alors, il y a même un mot extraordinaire que j'ai découvert dans ce document. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera un zoom sur cette page en montrant ce passage est extraordinaire, puisque l'auteur inconnu de ce document explique que nous avons des lois ingénieurs, entre guillemets, des lois ingénieurs. Loi, trait d'union, ingénieur. Des lois ingénieurs. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ingénieur? Moi, j'ai jamais appris ça dans un super-héros, dans ma grande école. Je veux dire qu'on appelle ça des recettes de cuisine, quoi. Hein, une loi ingénieur, ce sont des
des relations comme ça qu'on déduit de l'expérience sur 10, 20, 30 ans, empirique, en disant, ben voilà, lorsqu'on fait ci, qu'on fait ça, il se passe ci, il se passe ça. Pourquoi? Ben ça, on ne sait pas. Mais il est dit également dans ce rapport, et ça c'est extraordinaire, que c'est pas parce qu'on comprend pas comment ça marche qu'il ne faut pas le faire. Moi, je trouve ça formidable. Et à ce moment, ils prennent un peu une comparaison avec l'aéronautique en disant c'est pas parce qu'on ne sait pas pourquoi les avions volent qu'on ne les fait pas voler. Bon, là, le point, comment dire, de méconnaissance, d'incertitude, c'est la turbulence. Hein. C'est vrai que la turbulence, en bout d'aile, vous avez une turbulence qui se produit, et les mécanismes intimes de la turbulence, mathématiquement, ça échappe un petit peu. Enfin, je ne sais pas, mais à l'espèce d'imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a écrit ce texte, j'ai envie de dire, moi j'ai fait l'école supérieure d'aéronautique, vous savez, ça fait longtemps qu'on sait pourquoi les avions volent. Hein. Il y a des tas de théorèmes là-dessus, le théorème de Joukovski, par exemple. Joukovski, c'était un russe, ça doit dater de 1920, quoi. Il y a plein de choses qu'on connaît. Et comparer la technologie aéronautique avec les tokamaks, c'est à peu près comparer les tokamaks avec l'aviation de 1903. C'est sûr que quand on volait au début du siècle, eh bien à ce moment-là, on avait des lois ingénieurs, on avait une connaissance extrêmement fumeuse de la façon dont on volait les avions. Mais ça fait quand même beaucoup de progrès. Donc, une disruption, je reviens toujours à ces courbes, on a un effondrement de la température, le plasma devient résistif, donc il y a un effet Joule. S'il y a un effet Joule, le courant se casse la gueule. Et ce courant de 1 million d'ampères, de 15 millions d'ampères, va dégringoler. Et à ce moment, ça va créer des courants induits, lesquels vont réagir avec le champ magnétique. C'est vraiment le cauchemar. On a des forces considérables qui apparaissent. Et puis depuis, je crois que c'est en 78, on a mis en évidence un phénomène qu'on appelle le phénomène des électrons découplés. Et quand les électrons se promènent dans un plasma, quand ils vont à une certaine vitesse, ils ne voient plus les ions. Hop, ils fichent le camp. Et on appelle en anglais des runaway. Runaway, ça veut dire ils fichent le camp, quoi. Et en français, on dit des électrons découplés. Pourquoi découplés? Parce qu'ils ne sont plus couplés au plasma. Alors, dans cette instabilité qui se produit, on a des champs électriques qui apparaissent, qui accélèrent les ions. Et les ions accélèrent jusqu'à une vitesse qui est 99% de la vitesse de la lumière. Ils ont à ce moment des énergies qui vont entre 10 et 30 mégaélectronvolts. Et on obtient à ce moment-là un faisceau d'électrons découplés qui est totalement incontrôlable. Ensuite, il y a un autre phénomène que j'ai bien évoqué, décrit, etc. Je trouve que il faut... Je suis obligé d'expliquer ça au public. C'est que lorsque ces électrons sont accélérés, lorsqu'ils frappent des électrons thermiques qui, eux, vont paisiblement leur chemin, boum, ils les accélèrent et ils deviennent aussi relativistes. Alors on appelle ça un effet d'avalanche. Un effet d'avalanche, c'est-à-dire qu'on a 10 électrons relativistes, qui en frappent 10 autres, ça fait 20, qui en frappent 10 autres, ça fait 40, etc. Et ça augmente comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? C'est extraordinaire. Mais non, un phénomène d'avalanche électronique, vous en avez un dans votre tube au néon. Alors, vous prenez un tube fluorescent, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez votre tube fluorescent froid, là-dedans il y a quelques électrons libres qui se promènent, vous le mettez sous tension, ces électrons accélèrent, ils détachent d'autres électrons, qui en détachent d'autres, qui en détachent d'autres, et hop, le tube s'allume. Et là, il y a une augmentation de la population d'électronique considérable. Puis après, quand on coupe la tension, tout ça s'éteint. Bon, là-dedans, on a donc un effet d'avalanche qui multiplie la population de ces électrons et l'intensité de la décharge. Et dans des machines comme Torsupra et Lunchet, le facteur d'amplification est 10 000. Et un des problèmes les plus importants, c'est que l'estimation de ce coefficient d'amplification sur ITER sera 10 puissance 16. 10 000, c'est 1 avec 4 zéros, là c'est 1 avec 16 zéros. Donc des disruptions avec des coefficients d'amplification de 10 puissance 16, on n'a jamais vu, on ne sait pas ce que c'est. Et ces faisceaux d'électrons relativistes, comme ils ont des énergies de 10 à 30 mégaélectronvolts, ils ne déposent pas leur énergie à la surface, ils pénètrent à l'intérieur des matériaux, ils peuvent faire des dégâts considérables. Et tout ça, ça va être des expériences. C'est-à-dire que ITER va nous servir à expérimenter ça. Bon, alors... Donc, je reprends cette planche de la page 8 du papier de Lioden, ça va être un peu long, mais il faut vraiment dire ces choses. Quelles sont les conséquences des disruptions non contrôlées sur un grand tokamak, hein? Bon, eh bien, mise hors service de la machine due à l'endommagement du blindage, hein, et à la déformation de l'envêtement, l'endommagement du blindage. Bon, ben, j'avais mis des photographies dans le papier que je donnais à Rivasi.
On peut montrer ces photographies d'ailleurs. Il y a des photographies qui sont empruntées à Torsupra, d'autres qui sont empruntées au jet, mais dans tous les tokamaks ça se produit. Donc à ce moment il y a des impacts. Et puis, ma foi, ça fond le revêtement. Il y a des forces qui tordent des éléments. Là, vous avez une image qui montre une partie du revêtement de Torsupra qui était tordu comme un fétu. Hein. Et c'est là que dans la partie critique qui m'est consacrée, on dit, mais vous savez, ces pièces-là, on les change. Oui, on les change, c'est-à-dire que lorsqu'on a une disruption dans un petit tokamak, parce que Torsupra et même le jet, ce sont des petites machines par rapport à celles qu'on se propose de faire. Et quand on aura des choses de genre dans des grosses machines, ça fera des dégâts épouvantables. Et vous savez une chose, par exemple, c'est quand on prend une machine comme ITER et les suivants, c'est des machines qui sont censées travailler après avec du tritium, avec un isotope radioactif. Donc quand on aura mis du tritium dans ITER, on ne pourra plus rentrer. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on sera obligé de manipuler avec un bras robotique. Alors là, vous avez une orgie de films, des images de synthèse. C'est formidable avec les images de synthèse. On montre la réussite virtuelle d'un projet virtuel, quoi. C'est fou. Donc à ce moment-là, vous avez la porte qui s'ouvre, le bras robotique qui arrive, qui soulève une pièce, qui va la changer, etc., etc. Bon, alors, si tout ça fonctionne et que c'est bien huilé, on veut bien, mais des forces de 15 000 tonnes, ça peut tordre des éléments au point qu'on n'arrive plus à les sortir. Et il y a même quelque chose que j'ai découvert dans le papier de Jourdain, auquel je n'avais pas pensé. Il m'a dit, il dit simplement, qu'est-ce qui se passe quand on a une décharge de plusieurs millions d'ampères ou 10 millions d'ampères sur un ensemble de pièces. Et bien si cette pièce-là, vous verrez dans les vidéos que c'est monté au millimètre près. Donc à ce moment-là, si vous avez la décharge qui se positionne à la jonction, et bien ça fait une soudure électrique. Autrement dit, vous avez des pièces de 25 tonnes qui vont être soudées entre elles. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a un bras robotique avec un bras qui scie, enfin, vraiment, je veux dire que si Vanissek était là, qui lui est ingénieur, qui a le bon sens de l'homme, de la technologie, il dirait c'est pas possible, c'est une histoire de fou cette histoire-là. Bon, hein. Alors donc, Virden signale la possible mise hors service, diminution de la durée de vie du blindage jusqu'à rupture. Bon, ensuite, on a donc des plaques qui constituent la première paroi, et derrière il y a un refroidissement par eau, et personne ne sait, puisque par exemple dans le système ITER, on aura une première paroi d'1 centimètre en beryllium. Alors d'abord le beryllium, il faut savoir que c'est très toxique et c'est cancérigène. Donc si on a une disruption sur du beryllium, on va avoir la poussière de beryllium dans la machine. Et cette machine, elle n'est pas en circuit fermé. Au contraire, il y a un système de pompage qui passe son temps à pomper ce qui se trouve dedans. Alors on va pomper quoi? On va pomper de la poussière de beryllium toxique. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je veux dire, tout ça, je veux dire que c'est extraordinaire parce que quand on regarde ce projet, on a l'impression que les gens l'ont conçu comme s'il n'y aurait jamais eu moins de problèmes, quoi. Et de l'avis des spécialistes tokamak, des spécialistes fusion, là je voudrais faire une petite parenthèse parce que Jean Dry dit que j'y connais rien, etc. Bon, c'est vrai, comment est-ce que j'ai pu tout d'un coup débarquer à partir de mars-avril 2010 dans ce monde-là et acquérir des connaissances? Eh bien, j'ai été orienté très vite vers des spécialistes qui sont soit dans le projet, soit à côté, parce qu'ils sont dans des services autres, et ces gens-là m'ont informé. Ils m'ont simplement dit, ne donnez pas notre nom, parce que si on connaît notre nom, on est mort, quoi, c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez, c'est important, une chose comme ça, parce que des gens comme Rivasi m'ont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Ben, ils ne parlent pas parce que s'ils parlent, on leur enlève les crédits, c'est la mise au placard immédiate, quoi. Alors, évidemment, on pourrait se dire, mais où est le risque, puisque ces gens-là sont fonctionnaires, en général, qui ne peuvent pas être mis à la porte. Mais vous savez, même quand on est fonctionnaire, il y a des façons de traiter les gens, au point qu'on peut même... Moi, j'ai vu des cas où des gens ont été poussés au suicide, quoi. Quand vous prenez un type qui est directeur de labo, et il n'a pas parlé comme il fallait, il se retrouve entre 4 murs avec une feuille de papier et un crayon, bah, soit on arrive à être théoricien, ce que j'ai fait, soit alors à ce moment-là, ils vivent très mal, quoi, c'est tout, et ça se reporte éventuellement sur leur santé. Hein, bon. Alors, donc, dans ce que dit Virden, eh bien, il y a, si on utilise du tritium, il y a éventuellement mélange du tritium avec l'eau de refroidissement. Alors, vous voyez, le tritium, c'est déjà pas très confortable. En plus, si on mélange à la flotte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop devenu radioactif. Hein, bon. Alors,
planche numéro 9, il pose la question en disant quel est le moindre de ces mots. Supposons qu'on puisse atténuer au maximum tout ça. Eh bien, les deux problèmes clés les plus importants pour ce fonctionnement, ce sont les forces électromagnétiques qui peuvent vraiment tordre des choses. Et les tordre, il y a des gens qui vous diront qu'il n'y a aucun risque que l'enveloppe d'ITER se déchire. Peut-être, mais à l'intérieur d'ITER, vous avez un diverteur qui fait de cassettes. Ces cassettes, dans les petits diverteurs allemands, c'est pas très grand, mais dans ITER, on tient debout dedans. Je veux dire qu'une cassette du diverteur d'ITER, c'est la pièce où nous sommes installés, quoi. Donc pour manipuler ça, il faut un bras robotique qui est assez costaud. Et si tout ça est tordu, si tout ça est soudé, c'est une panade pas possible. Et Jourdain explique par exemple que dans le tokamak ordinaire, quand on a une pièce qui est endommagée, c'est 2 mois d'arrêt. Et là, à ce moment-là, si c'est pas 2 mois d'arrêt, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup, à l'intérieur, tout ça s'est coincé? Donc, il y avait le problème des forces qui tordent les éléments. Ensuite, le deuxième point, c'est ce que j'ai évoqué, c'est la décharge d'électrons découplés. Et quand il y a cette décharge d'électrons découplés, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'intensité en question? Est-ce que c'est 1 ampère, 2 ampères, 10 ampères? Non, non, non. Cette décharge d'électrons relativistes, ça atteint une intensité qui est la même que celle du courant plasma. C'est-à-dire que quand on a un tokamak modeste qui fait des courants d'1,5 million d'ampères, eh bien lorsqu'il y a une décharge d'électrons découplés, c'est 1 million d'ampères, boum, carrément. Lorsqu'on aura une machine de 15 millions d'ampères, on évalue les décharges à 11 millions d'ampères. Et ces décharges-là, ça se concentre sur des surfaces qui sont données dans la thèse de Thorsten. Ça peut faire 10 cm de diamètre. Alors envoyer 10 millions d'ampères sur 10 cm de diamètre, sur une paroi en beryllium qui fond à 1280 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Il est probable qu'il y aura un trou. Dans cette page 11 de Jourdain, moi je la vois assez mal parce que c'est une impression couleur, des faisceaux d'électrons découplés dotés d'énergie allant de 10 à 20 mégaélectronvolts avec une intensité de plusieurs millions d'ampères ne seraient simplement pas tolérables et perforeront probablement catastrophiquement le fin revêtement de la paroi dès la première occurrence du phénomène. Je répète, la première fois qu'on aura un coup d'électrons découplés, on perforera la paroi. Donc là, il y a un avertissement. Et quel est le comportement, les conclusions de cette table ronde des scientifiques américains dans ce colloque? Il faudrait mettre en stand-by les gros tokamaks et puis essayer de résoudre le problème de disruption avant et pas après. Parce que une réponse que font les gens d'ITER, c'est on ira très progressivement. Mais alors si on y va très progressivement et qu'au lieu de mettre 15 millions d'ampères, on en met 1,5, c'est pas la peine, quoi. Disons que moi je pourrais faire une comparaison qui est la suivante. Moi je trouve qu'ITER c'est un avion à vapeur. Ouais. Essayez d'imaginer que Adair a décollé du sol de 5 cm sur quelques mètres. À ce moment-là, 35 pays décident de mettre des sommes considérables pour construire un avion à vapeur, pour créer une ligne aérienne qui traverse l'Atlantique. Alors à ce moment-là, il y a des gens qui disent oui, mais la chaudière est assez instable. Ne vous inquiétez pas, on a des moyens, et on ira très doucement. Comment on ira très doucement? On va faire 10 ans de roulage. Avant de décoller, on n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'on construit le tokamak, puis après on teste ceci, on teste cela. Et là, le discours qui est suspect, c'est le temps. Vous avez remarqué une chose, c'est que ces gens-là vous disent ça marchera quand ça marchera. On ne veut pas vous donner, on n'est pas à 10 ans près. Disons qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a comme option? Il y avait l'option qui consistait, qui aurait été la sagesse, à tout arrêter. Ceci étant, si on arrêtait tout maintenant, il y aurait 3 milliards d'euros de dédits à payer par rapport au contrat qu'on a fait. Il y a des pays qui ont investi, qui ont créé des structures de production, etc. Ils ont joué le jeu d'ITER, bien que l'autorisation préfectorale n'ait pas été délivrée pour la construction de la machine. Il y avait déjà 3 milliards d'euros de lancés. Donc, arrêter ITER maintenant, en novembre, décembre 2011, ça aurait coûté 3 milliards d'euros, au moins. Mais pas 15. Il y a quand même un facteur 5 entre les deux. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu payer cette ardoise en disant qu'il vaut mieux arrêter les frais. Alors, c'est quand même extraordinaire. Comment est-ce qu'on a pu élaborer un projet aussi complexe, aussi coûteux,
et tout d'un coup s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, la raison est simple, elle est donnée par les gens qui, eux, sont bien au courant de ces questions de plasma, de tokamak, de disruption, c'est qu'on a minimisé le danger des disruptions quand on a lancé le projet. Et M. Gendry n'est pas le responsable scientifique. Parce que s'il était responsable scientifique, il dirait « je viens et je réponds et je fais face ». Et vous ne trouvez personne qui fasse face à ce genre de choses-là. Autrement dit, le projet ITER, c'est un corps sans tête. C'est-à-dire qu'il y a des bras, des jambes, mais il n'y a personne. Et il est significatif de voir d'ailleurs que le premier directeur d'ITER, c'était M. Ikeda, qui était un ancien diplomate. Comme m'a dit un jour un homme du nucléaire allemand, il était surtout doué pour faire tourner du champagne dans un verre. Maintenant, vous avez M. Motojima, on pourrait dire, mais peut-être que M. Motojima est la personne adéquate, je ne suis pas sûr. J'aimerais être sûr que si on mettait M. Motojima sur le grill en lui posant des questions, tout d'un coup, il ne perdrait pas les pédales. Je ne suis pas sûr qu'il domine le truc. Donc, autrement dit, ce projet-là, qui est-ce qu'il domine? Là, regardez cette planche, il y a un titre, je vous donne la traduction française, ITER sera-t-il le dernier tokamak à être construit? Qu'est-ce que ça veut dire une phrase comme ça? Ça veut dire, si on construit ITER et que c'est un échec, à ce moment-là, cet échec rejaillira sur toute l'entreprise mondiale d'exploitation de l'énergie de fusion pour faire des hésiter. Hein. Alors, ici, bon, ma foi, page 16, Jourdain dit quelles sont les principales différences qui existent entre les tokamaks d'aujourd'hui et ITER. Hein. Bon, bah, ce sera le besoin de résister à des grandes pertes d'énergie. On va se retrouver avec 400-500 mégajoules qui vont se décharger sur la paroi. Et qu'est-ce que vont devenir les tuiles de revêtement? Il y a une sorte de contradiction, parce que si on veut que ça fonctionne longtemps, il faut que ces tuiles soient refroidies. Et à côté de ça, il faut qu'elles tiennent le coup. Donc s'il faut qu'elles soient refroidies, il faut qu'elles soient relativement minces pour qu'on puisse mettre des tubulures derrière avec de l'eau. Mais par contre, si on veut qu'elles résistent, il faut qu'elles soient épaisses. Donc il y a des contradictions. Hein. Alors ici, dans la page 17, Jourdain évoque la manipulation des éléments de revêtement. Hein. Et la première paroi d'ITER sera faite de 440 modules qui vont peser entre 400 kg et 500 kg. Il y aura des connexions pour un refroidissement par eau. Un bras robot sera chargé de remplacer ces éléments. Hein. Donc il faudra enlever des écrous, il faudra déconnecter des parties de refroidissement par eau, hein, etc. Alors, le temps de remplacement minimum estimé pour un seul segment est de 2 mois. Hein. Ce temps ne prend pas en compte le temps nécessaire pour trouver une fuite d'eau. Donc là-dedans, il y a un problème de plomberie, de fragilité. Bon, dans la page suivante, simplement, c'est la page 18 que vous voyez là. Que se passe-t-il quand on met trop d'énergie dans un matériau trop rapidement, hein, ou dans 2 matériaux différents collés ensemble? Ben, au-delà d'un certain point, ça explose. Hein. Et la phrase qu'il donne, c'est il a travaillé sur le tokamak TFTR et il parle de disruption majeure et il dit sur TFTR, une disruption majeure se met comme une petite explosion de bombe. Voilà. Et alors, question, les tuiles, les éléments de revêtement de TFTR ont-elles déjà explosé? La réponse est oui. Donc il y a des explosions. Et dans le document de Jourdain, il y a une vidéo, malheureusement comme on avait le PDF, il fallait que je lui écrive pour essayer d'avoir cette vidéo. Nous, on a eu des photos que j'ai évoquées plus tôt, on peut même montrer cette photographie qui correspond à l'impact d'électrons découplés dans le torse supra. Bon, ben, là, on voit que c'est une belle gerbe de particules de lumière. Les Américains, eux, ils ont fait un film. Hein. Donc, ce que Jourdain montre, puisqu'à un moment il met vidéo, c'est qu'on voit tout le processus, et à ce moment-là, c'est l'explosion de la plaque de blindage. Quoi. Hein. Bon. Alors, le mieux, c'est de montrer la planche de la page 27. Et cette planche de la page 27, elle est empruntée à un article qui a été présenté dans un colloque à Garching en mars 1995, et un monsieur qui s'appelle Schueller, qui a d'ailleurs publié ça dans Plasma Physics, a fait une espèce d'organigramme complètement surréaliste sur les différentes causes des disruptions. Alors, moi, je sais pas, je compte les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc, ici,
il y a la combinaison de 26 causes possibles, chacune pouvant se combiner avec les autres. L'organigramme est très compliqué. Alors ce qui est assez amusant, c'est que si on regarde dans cette planche 27, il y a une case qui s'appelle UFO. UFO. Et si vous regardez la même chose dans le site du CEA, ça s'appelle OVNI. Alors, c'est curieux, c'est vrai que des gens pourraient bien à ce que le CEA s'intéresse aux OVNI. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un OVNI? Eh bien, dans mon site, il y a une planche qui est empruntée à un document que le CEA présente dans son site et qui s'appelle une journée ordinaire sur Torsupra. Donc, une journée ordinaire sur Torsupra, c'est maintenant. C'est pas il y a 10 ans. Hein. Donc, vous avez un type qui raconte une journée d'expérimental sur Torsupra. Et vraiment, c'est oh là là, ça disrupte, oh là là, il va se passer ici. Et vous avez cette phrase, et là je pense qu'il faut la montrer, il faut faire un zoom, c'est de la haute voltige. Donc vous voyez qu'en 2011, le travail expérimental sur Torsupra, c'est de la haute voltige. Et c'est une petite machine. Alors qu'est-ce que ça deviendra si on fait de la haute voltige sur ITER? On peut se poser la question. Alors qu'est-ce que c'est que ces ovnis? C'est des morceaux de la paroi qui sont arrachés. Et là, vous avez une photo prise par la caméra où on voit ces traînées, ces traces comme ça, qui sont des morceaux arrachés à la paroi. Vous voyez tout ce qui peut se produire dans un truc. C'est incroyable. Ensuite, bon, quand on revient à la page 26, moi je trouve que c'est bien de centrer ça autour du discours de M. Jourdain de Los Alamos, qui correspond à ce colloque du mois de septembre à Princeton, parce que si Philippe Gendry dit que c'est de la connerie, alors moi je comprends plus rien. On est tous une bande de cons. Quoi. Disons que là-dedans, il y a un nombre considérable de gens dans tous les pays qui mériteraient un traitement psychiatrique, une assistance psychologique, parce qu'ils n'ont pas compris que tout ça c'était bidon. Alors là, ben, vous avez les causes de disruption, limite de densité, mode résonant, invasion d'impureté, défauts techniques, etc. Et même, il y a en dernière ligne, page 28, zoom là-dessus, vous avez un truc qui s'appelle mystère, et en anglais c'est mystery. Et c'est 20% des disruptions du jet. Hein. Donc, en 91 et 1,4% en 2011. Donc, il y a un pourcentage non nul de disruptions qui sont sans signe avant-coureur, et on ne sait pas pourquoi ça s'est produit. C'est grave un truc. Ça vous montre à quel point on ne maîtrise pas ce phénomène. Hein. Bon. Alors, ici, bah, on arrive un peu à la fin de sa présentation, page 28, il est essentiel de résoudre le problème de disruption sur les tokamaks. Nous devons insister sur un examen prioritaire du problème des disruptions. Dans les 15 dernières années de recherche, de combien avons-nous réduit la probabilité d'une disruption dans les tokamaks d'un facteur 3? Et dans les 15 prochaines années, qu'est-ce qu'on pourra faire hein? Bon, donc, il insiste en disant il faut résoudre ce problème avant. Et écrit en lettres de couleur rouge, nous devons démontrer un contrôle effectif des plasmas à haute énergie des tokamaks avant ITER. C'est là qu'il y a le before ITER. Un prix Nobel japonais, dont je ne me souviens jamais du nom, mais Robin le mettra en bas, a dit on ne sait pas grand-chose de ces neutrons à 14 MeV, et la fusion, ça produit des neutrons, et ces neutrons sont 7 fois plus énergétiques que les neutrons de fission. Et quand on prend ces neutrons émis par les réactions nucléaires, qu'est-ce qu'ils ont comme effet? Ben, par exemple, prenez une cuve d'un réacteur nucléaire. On se dit, ça fait 30 ans qu'elles sont en fonctionnement, est-ce qu'on va les prolonger? Pourquoi? C'est curieux, on a un truc aussi épais, pourquoi tout d'un coup on est inquiet pour sa solidité? Mais parce que lorsque il y a des neutrons de fission qui sont émis, ils créent des transmutations dans le métal, et vous avez beaucoup de transmutations qui donnent de l'hélium. Et l'hélium, c'est un truc qui a une propriété, c'est qu'il se lie avec rien. Donc si vous transformez un atome de fer, un atome de chrome, un atome de n'importe quoi en hélium, bah, c'est comme s'il y avait un trou. Alors un trou, ça va, 2 trous, ça va, comme on pourrait dire 3 trous, bonjour les dégâts, quoi. Un trou, ça va. Donc au bout d'un certain nombre d'années de fonctionnement, votre structure métallique, elle est parasitée par des fissures, et sa résistance mécanique est beaucoup descendue. Alors,
pour les réacteurs à eau pressurisée, ben, ils sont à 155 bars. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr que tout ça fonctionne? Maintenant, pour ce qui est des machines comme ITER et ses suivants, il y a eu le projet IFMIF. Le projet IFMIF, ça veut dire International Material Fusion Irradiation Facility. C'est-à-dire, c'est un projet international pour créer une installation qui permette de tester les matériaux à l'irradiation liée à la fusion. Et cette installation, eh bien, ça consiste à avoir un accélérateur de particules qui accélère des deutons, c'est-à-dire des ions de deutérium, et puis avec ces ions de deutérium, on frappe un film de lithium, et à ce moment-là, on produit en quantité importante des neutrons de 14 MeV. Bon. Et à ce moment-là, ben, on dit, ben, si on construit cette installation, on aura un flux de 14 MeV, et ça permettra de tester les matériaux pendant une durée indéfinie, quoi, 6 mois, 1 an, tout ce qu'on veut. Mais cette installation, elle n'a jamais été construite, elle devait être faite au Japon, et suite à ce qui est arrivé à Fukushima, il y a peu de chances que les Japonais donnent suite, et même j'ai une lettre de Bigot, où il dit que avant de construire cette installation, il faut faire une préinstallation pour savoir si c'est faisable. Donc autrement dit, on est dans une situation où d'abord, il faut faire une maquette pour savoir si l'installation test est faisable. Et après, avec cette installation test, on pourra tester ITER. Et finalement, la réponse de tout le monde, y compris de Motojima, c'est l'instrument test, c'est ITER. C'est-à-dire que si ça merde, c'était pas bon, c'est tout, c'est génial. Et même ce que m'a dit Philippe Gendry au téléphone, si ITER ne marche pas, on fera les stellarrators. Il a même la réponse sur ce qu'on fera dans 50 ans. Quand lui sera... J'ai dit, vous avez 56 ans, vous serez mort. Vous n'avez rien. Et en fait, ITER, c'est après moi le déluge. Hein. C'est fantastique, les gens diront, bah, dans X décennies, comment vous pouvez raisonner à l'échelle de 3 ou 4 décennies alors que vous avez 10 ou 20 années de durée de vie, quoi. Moi, j'ai 74 ans, dans 10 ans, j'en aurai 84. Est-ce que je serais sûr de ne pas être complètement gaga, quoi? C'est inimaginable. Et il y avait beaucoup de gens qui sont... Les gens qui poussent ce projet ITER sont tous en moyenne 60 ans, quoi. Donc, quand l'appareil arrivera à monter en pleine puissance, ils seront déjà dans un asile de vieux, quoi. Ils auront déjà 80 ans. C'est incroyable. C'est vraiment un projet troisième âge, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est une bande de vieux qui poussent un projet en disant nos petits-enfants se démerderont avec et c'est eux qui en cueilleront les fruits. Hein. Bon. Alors, maintenant, les thèses de doctorat de Cédric Reux et de l'anglais Thornton portaient sur l'atténuation des disruptions. Donc à ce moment-là, on se dit, ma foi, si ces trucs-là, ça se produit, est-ce qu'on ne peut pas atténuer leur effet et contrôler, quoi. Il y a le contrôle actif et puis le contrôle passif, quoi. C'est un petit peu la lance à incendie du pompier qui dit ça peut brûler, mais est-ce que je peux éteindre l'incendie? Et lorsque j'ai commencé à soulever ces questions-là, vers le mois de septembre, le CEA a installé le 24 octobre 2011 sur son site une page, coup d'œil sur cette page, qui s'appelle Zoom sur les disruptions. Vous allez sur leur site. Et quand vous allez sur Zoom sur disruption, vous arrivez sur une page où il y a une belle photo. Et sur cette belle photo, vous voyez une photo qui est prise dans Torsupra. Et il s'agit d'un dispositif d'atténuation de disruption qui est mis en œuvre. Alors, première remarque, comment est-ce qu'on fait pour contrôler une disruption? Cette disruption, il y a des tas de paramètres qui vont prendre des valeurs pas du tout sympathiques. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous êtes face à votre chaudière, vous avez une lance à incendie, vous allez tout noyer. Alors, dans un tokamak, on n'envoie pas de la flotte, on envoie de l'hélium. Hein, et à ce moment-là, on envoie de l'hélium, pas un petit peu, on envoie 10 fois le contenu de la chambre. C'est-à-dire qu'on a une cartouche, et on envoie l'hélium dedans. Et à ce moment-là, l'hélium crée une perte radiative qui fait qu'on éteint le plasma. Et si on fait une chose comme ça, c'est pas un petit contrôle tranquille, ça veut dire, bon, on arrête tout. Autrement dit, le chauffeur d'un tokamak, c'est un type qui est face à une chaudière, et puis il a des indicateurs, et il a une lance à incendie, et si ça va pas, hop, il ouvre et il voit tout. Hein. C'est là qu'à ce moment-là, on arrive à des choses très intéressantes, et c'était déjà dans la thèse de Reux, c'est dans la thèse de tous les gens, tout le monde le sait.
Et Wendell le rappelle, ces disruptions se produisent dans un temps extrêmement faible. C'est de l'ordre, et c'est inférieur au millième de seconde. Ça, c'est le type même des instabilités de plasma. Les plasmas, moi j'ai travaillé dessus, j'ai été théoricien, expérimentateur, j'ai une certaine expérience, j'ai même réussi des manips assez jolies, alors déplaise à M. Gendry qui ne connaît pas du tout ma carrière. Et les plasmas, ben, quand ça se met instable, ça va à une vitesse folle, un truc comme ça. Et en plus, ça intéresse l'ensemble du process. Donc, on est face à un phénomène qui se développe en moins d'un millième de seconde. À ce moment-là, la question, c'est est-ce qu'on est en état de mesurer des paramètres de façon à sentir quand ça va se produire, les signes avant-coureurs. Donc là-dedans, vous trouvez dans les thèses, dans les articles, des choses sur l'étude de ces signes avant-coureurs. Puis il y a aussi les descriptions qui n'ont pas de signes avant-coureurs. C'est embêtant. C'est mystery, c'est assez produit, et là on ne sait pas pourquoi. Quelquefois on sait un petit peu pourquoi. Mais quand on sait pourquoi, en fait, on a des théories. Il y en a qui disent ça part du bord, donc ça part du centre. Enfin, c'est extrêmement empirique, un truc comme ça. Et la question, c'est quand vous devez injecter du gaz dans une chambre, eh bien, est-ce que vous pouvez le faire en moins d'un millième de seconde? C'est-à-dire, dès que vous sentez le premier frétrillement de ce truc-là, est-ce que ça pourra se produire? Bon, il faut ouvrir une vanne, il faut injecter du gaz, et puis le gaz, c'est de la mécanique des fluides. Hein. Quand vous injectez cet hélium, eh ça va vous prendre plusieurs millisecondes. On ne peut pas descendre, on ne peut pas injecter ce truc-là en quelques microsecondes, c'est pas possible. Donc, quelle est la solution utilisée? Et ça, c'est merveilleux. Par ces gens, vous le lirez dans la thèse de Reux, il l'écrit. C'est un garçon, finalement, qui a fait un travail, je trouve, très intéressant, et avec une distance vis-à-vis du sujet qui est pas mal, parce qu'il se rend très bien compte de ce qu'il fait. D'ailleurs, à la fin, si vous lisez cette thèse, vous pouvez la télécharger, regardez, voilà l'adresse de téléchargement de la thèse de Reux, hein, bon. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder les petites remarques qu'il fait à la fin de chaque chapitre. Et, comment dire, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Disons que j'ai pas voulu jusqu'ici évoquer tout ça. Ce garçon, d'ailleurs, il y est pour rien, quoi. Il a fait un excellent travail. Puis maintenant, ma foi, il est en Angleterre et il doit être prié de se taire, quoi. Je sais qu'au moment de la réunion qu'on devait avoir avec Rivasi, il avait été dit que le CEA ne voulait absolument pas que je rencontre Reux. Mais c'est pas parce que j'aurais eu raison de lui. J'aurais simplement dit, vous avez fait un excellent travail, le voilà, quoi, c'est tout. Donc, Reux, à un moment dans sa thèse, et je crois qu'on trouvera le passage et on pourra l'éclairer, la phrase en question, il dit, je ne sais plus exactement dans quel terme, de toute manière, ces essais, on appelle ça de mitigation, hein, mitigation, c'est le mot anglais, et ça paraît un peu un anglicisme, mais en fait j'ai regardé mitigé, ça existe dans le dictionnaire Larousse. Et qu'est-ce que c'est que mitigé? C'est atténué. Effectivement, quand vous avez un robinet eau chaude, eau froide, pour votre baignoire, il y a un mitigeur. Et le mitigeur, ça veut simplement dire que vous mitigez votre eau chaude avec de l'eau froide pour ne pas vous brûler. Et quand vous manœuvrez pour mettre un peu plus d'eau froide, vous mitigez. Bon, là-dedans, c'est pareil, on mitige. Donc, on fait ces essais de mitigation, mais on les fait sur un plasma sain. C'est-à-dire qu'on les fait sur un plasma qui n'est pas dans un état disruptif. Et personne ne se hasarde à mettre un tokamak dans une situation naturelle de disruption pour intervenir. Autrement dit, je pourrais résumer ça avec la phrase suivante: on essaie un extincteur sur un non-incendie. Il y a une chose, c'est que les disruptions, il y a une multitude de causes, dont en particulier une fuite. Et une fuite, comme la chambre du tokamak est de basse pression, c'est quelque chose qui rentre. Donc, autrement dit, quand vous injectez votre hélium, ça crée une disruption. Donc, autrement dit, vous créez la disruption avec votre système, puis après, vous l'atténuez. Donc, c'est pas vraiment quelque chose d'opérationnel. Ce qui serait opérationnel, ce serait de pouvoir subir quelque chose qui se produit, mais malheureusement, à ce moment-là, on a des instruments de mesure, et là, vous le direz dans les thèses, il y en a qui ont des temps de réponse de plusieurs millisecondes, et à ce moment-là, c'est beaucoup trop long. Donc, on n'est pas en état de diagnostiquer l'apparition de la disruption et de réagir pour la contrer, quoi. Donc franchement, et alors dans un des textes du CEA, il y en a tellement, je crois que c'est la réponse,
faites mes travaux, vous trouvez l'expression encourageant. C'est-à-dire qu'il y a des résultats encourageants. C'est inquiétant quand on voit une chose comme ça. Quand on voit actuellement, bon, on ne sait pas faire, mais on a quand même quelques éléments qui nous permettent d'avoir confiance dans le fait qu'on trouvera quelque chose. Alors vous voyez, on a Motojima, quand on lui dit, mais est-ce que vous croyez que la paroi va tenir au flux de neutrons? Il répond, vous savez, il faut croire qu'on trouvera un matériau qui tiendra. Donc déjà, il y a une espèce de foi dans le fait qu'on va résoudre ce problème. Et partout, c'est pareil. Donc là, ça revient à dire, pour le moment, nous ne savons pas contrôler les disruptions et les atténuer, mais nous avons quelques expériences qui montrent que nous pouvons avoir bon espoir d'y arriver. Alors, est-ce que, si Sven Ishek était là, il sauterait sur son fauteuil, est-ce qu'on lance un projet à 15 milliards d'euros qui en fera un jour 50, avec une quantité de problèmes où on se dit qu'on a bon espoir de trouver des solutions? C'est pas raisonnable. Je crois que le mot clé, c'est que ça n'est pas raisonnable. Et la conclusion de Jourdain, c'est vraiment, il faudrait, étudier tous ces trucs-là, avec les machines actuelles. Par exemple, page 31, il met « Augmentons massivement le temps d'étude des disruptions sur les machines actuelles ». Vous trouvez un système de contrôle, etc. Alors là, maintenant, il y a une page, la page 32, on peut l'avoir en anglais mais en français. Sur la page 32, vous voyez, lisez bien, parce que ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Quel est le meilleur endroit pour étudier les disruptions dans les tokamaks? Pas ITER, not ITER. Autrement dit, nous sommes en train de lancer un projet ITER qui n'a pas de crédibilité scientifique et technique. C'est écrit noir sur blanc, ou alors il faut que Jourdain me rejoigne dans mon hôpital psychiatrique, où M. Philippe Landry nous aura mis tous les deux.